La Floride abrite aujourd'hui 1,6 million de personnes d'origine cubaine, la plus grande diaspora hors de l'île. Longtemps protégés par une loi particulière qui leur permettait d'obtenir une carte verte après 1 an et 1 jour sur le territoire, les Cubains ne font plus exception sous Donald Trump. Ce gouvernement est en train de mettre un terme aux manières légales de venir aux États-Unis ou de rester aux États-Unis. Non seulement pour ceux entrés ici légalement, mais aussi pour ceux qui sont entrés par la frontière en demandant l'asile. L'asile est précisément ce que demande la cliente que Lyudmila Marcelo va défendre au tribunal de Miami ce matin-là. J'ai déjà expliqué à ma cliente ce qui allait se passer aujourd'hui. Le juge va probablement appliquer la motion de rejet de sa demande d'asile basée sur l'accord entre les États-Unis et l'Équateur. Et la seule manière d'éviter cela, c'est de faire appel le plus vite possible. Depuis le retour de Donald Trump, beaucoup de demandes d'asile sont rejetées sans audience au motif que les migrants auraient pu demander protection dans un autre pays. Nous ne pouvons pas entrer au tribunal, mais retrouvons l'avocate après l'audience. Le juge lui a expliqué qu'il fallait qu'elle fasse appel pour empêcher son ordre d'expulsion. La procédure d'appel peut prendre 2 ans. 2 ans pendant lesquels cette femme peut être détenue, car elle a beau attendre une décision de justice, la police de l'immigration a le pouvoir de l'arrêter. Pour Lyudmila Marcelo, elle-même cubaine, ce climat est frustrant. En tant qu'immigré, ça me blesse que tous les immigrants soient traités de la même manière, comme des criminels. Pour les Cubains entrés légalement et qui espéraient un ajustement de statut, la situation est pire car ils peuvent être renvoyés à Cuba au motif qu'une demande de régularisation n'est pas un statut légal. Plus de 100 000 d'entre eux vivraient actuellement aux États-Unis dans ce vide juridique. Nous avons pu obtenir le témoignage rare de l'un d'entre eux, arrivé en 2023, après avoir traversé 4 pays. Quand nous avons vu qu'il existait une application, nous nous sommes inscrits et nous avons attendu notre rendez-vous. Lorsqu'il est arrivé, nous sommes allés légalement à un point de la frontière. Là, ils nous ont reçus, inspectés, interrogés, puis ils nous ont admis avec la condition de pouvoir rester 2 ans dans ce pays avec une autorisation de travail. Malheureusement, une nouvelle administration est arrivée et elle nous a qualifiés non seulement de sans-papiers, mais même de criminels, alors que nous n'avons commis aucun délit et que nous avons fait exactement ce que le gouvernement demandait pour entrer légalement dans le pays. Cet homme a pris la décision de quitter Cuba après les manifestations du 11 juillet 2021 et la répression qui s'en est suivie. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver clandestin après avoir tout abandonné. Nous avons dû vendre presque tout ce que nous avions. Et même ainsi, nous avons à peine réussi à réunir l'argent nécessaire. Si demain, par malheur, nous devions retourner à Cuba, nous n'aurions plus rien. Donc on vit avec la peur. On se réveille avec la peur, on va travailler avec la peur. Ton enfant va à l'école et tu as peur. Tu vas à l'hôpital et tu as peur. Parce que partout, on te demande ton statut migratoire. Parfois, ce n'est que pour information, mais tu ne sais jamais si ce sera le moment où les services d'immigration arriveront pour t'arrêter et te séparer de ta famille. Une vie reclue, sans perspective et pas toujours soutenue par la communauté cubaine-américaine, majoritairement républicaine. Pour nous qui venons d'arriver, c'est incompréhensible. Je voudrais savoir pourquoi ils soutiennent cette administration. Pourquoi ils pensent que nous ne devrions pas être ici alors que eux, oui. Ils ont oublié d'où ils viennent. Pourquoi ils ont immigré? Comment ils sont arrivés ici? Les premiers exilés cubains sont arrivés après la révolution de 1959 menée par Fidel Castro. Les États-Unis, alors en pleine guerre froide, les accueillent comme réfugiés du communisme. Là, c'est nous avec mes grands-parents à Cuba. Là, c'est ma mère, ma grand-mère et là, c'est moi lors de ma première communion. Alicia Peláez a bénéficié de l'opération Pedro Pan en 1960. Un programme secret organisé par l'Église catholique ayant permis la réinstallation d'environ 14 000 jeunes Cubains, envoyés seuls aux États-Unis par leurs parents pour éviter les camps de travail. Ils procédaient petit à petit. D'abord, ils prenaient les entreprises privées, puis les terres. Alors, quand on a commencé à parler d'envoyer les enfants dans des camps, on pouvait imaginer que cela finirait par arriver. Tôt ou tard, on devait partir.
Il n'y avait pas d'autre choix que de partir. Depuis cette époque, les Cubano-américains sont restés liés au parti républicain, vu comme plus dur à l'égard du régime castriste. Mais pas Alicia, qui fait partie des rares voix de sa génération, a rejeté cette allégeance. Ils ne se rendent pas compte que beaucoup de programmes dont ils bénéficient aujourd'hui ont été mis en place par les démocrates. Pour eux, ce sont des communistes. Ils ont oublié la façon dont ils ont été accueillis ici, comment ils ont pu réussir et devenir prospères. Et ils n'accordent pas aujourd'hui aux nouveaux arrivants ce qu'eux-mêmes ont reçu. Pour une majorité d'électeurs cubano-américains, la fermeté envers la Havane prime sur la question migratoire. Un paradoxe pour une communauté basée sur l'exil. Depuis 2021, 850 000 personnes ont quitté l'île pour les États-Unis et rêvent, comme leurs aînés, d'un Cuba libre.